Salam à tous. On va parler de la deuxième partie sur la maladie rénale chronique et la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. C'est un cours qui est destiné aux externes, donc 5e année module de néphrologie, mais pas que, donc toute la communauté médicale, à savoir les internes et les médecins généralistes, pour ceux aussi qui préparent le test final, mais aussi pour tous les médecins qui gèrent des patients pour d'autres maladies et qui ont une maladie rénale chronique. On commence. Le plan de la question, donc comment prendre en charge les facteurs de progression de la maladie rénale chronique? Quelles sont les complications de la maladie rénale chronique et comment on les prend en charge? Donc on va parler de néphroprotection. Donc sur le plan physiologique, vous voyez bien donc, de cette courbe, hein, à partir, pardon, à partir donc d'un alors à partir de 40 ans, nous tous, hein, on va commencer à avoir une diminution de 1 millilitre par minute et par an de DFG. D'accord? Donc pour tous les patients, donc à 90 ans, on peut arriver jusqu'à 40 minutes, hein. C'est tout à fait physiologique. Il ne faut pas s'exciter sur ces patients âgés pour dire qu'il y a une maladie, il faut chercher une maladie rénale chronique, etc. Et aller dans le... Donc à partir d'un certain âge, physiologiquement, on commence à avoir une baisse du DFG. Alors, quand on a une néphropathie, donc on a déjà une maladie rénale chronique, il y a une perte de la fonction rénale au fil du temps, mais qui est variable. Selon les néphropathies, on a parlé de néphrite interstitielle chronique, on a parlé de néphrangiosclérose qui sont, de polykystose qui dans l'évolution est très très faible. Mais selon les cofacteurs, qu'il y ait une présence d'HTA ou non, ou une HTA non contrôlée, avec une protéinurie abondante. C'est là où il faut peut-être agir. D'accord? Alors, dans ce cas-là, quand on a une néphropathie, il faudrait améliorer ce DFG en inhibant les facteurs de progression. D'accord? Et je parle surtout plutôt pas des règles hygiéno-diététiques, mais de prescription médicamenteuse qui est des néphroprotecteurs. Et surtout éviter donc cette dégradation ou cette diminution de ce DFG. Donc le médecin, les professionnels vont agir surtout ici et éviter la dégringolade vers l'épuration et la dialyse, la dégringolade vite, hein. Et on peut y arriver, hein. On peut rester, les malades sont suivis chez nous depuis des années, depuis peut-être, depuis 20 à 30 ans mais pour les néphropathies glomérulaires, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Ça va très très vite vers l'insuffisance rénale chronique terminale, mais pour les maladies chroniques, on peut gérer des polykystiques, on peut gérer des hypertendus et des diabétiques pendant des années et essayer de préserver cette fonction rénale et essayer le plus longtemps possible. Alors, prendre en charge les facteurs de progression veut dire contrôler la pression artérielle et la protéinurie. Les objectifs, c'est moins de 13,8 de pression artérielle si l'albuminurie est supérieure à 30 mg par 24 heures. Mais les objectifs sont plus stricts, c'est-à-dire une PAS inférieure à 120 mm de mercure pour des patients non à risque. D'accord? Le contrôle de l'apport sodé, donc on diminue donc de 5 grammes par 24 heures. Sinon, au risque de donner une inflation hydrosodée et d'aggraver encore le cœur, parce que le cœur, quand il y a de l'eau et du sel dans l'organisme, il va pomper et il va souffrir. Le rein n'arrive plus à réabsorber, hein, et plutôt à éliminer le sodium par même le facteur excréteur natriurétique. Donc on diminue l'apport sodé et on contrôle la pression artérielle. Et c'est surtout ce chiffre de 120 qui m'intéresse, hein. D'accord? Mais quand il y a les 13, c'est quand il y a la protéinurie est supérieure à 30 mg par 24 heures. Un cas particulier, donc protéinurie sans HTA, objectif de ramener la protéinurie moins de 0,5 g par gramme de créatinurie. Donc le traitement, quels sont les outils
pour traiter une hypertension artérielle chez un patient ayant une maladie rénale chronique. Donc, c'est l'IEC ou l'ARA2. Un effet de réduction de la protéinurie, un effet bénéfique à long terme sur la fonction rénale. Les effets indésirables, bien sûr, c'est l'hyperkaliémie, l'insuffisance rénale fonctionnelle. Profil de patients à un risque d'effets indésirables, c'est surtout chez les patients âgés et polymédicamentés, donc un diurétique, un INS, etc. Donc augmentation prudente des doses chez les patients fragiles et surveillance bien sûr à l'introduction pour demander une fonction rénale et un ionogramme sanguin, à savoir un potassium. Les IEC, où est-ce qu'ils agissent? On va parler juste un petit peu pour que vous ne soyez pas un peu vous familiariser avec le rôle des ARA2. Par exemple, quand on a les ARA2, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller diminuer les résistances au niveau de l'artériole efférente. Du coup, quand on a une diarrhée ou bien une prescription importante de diurétique, ou bien quand le patient ne boit pas, c'est surtout les sujets âgés, d'accord, ou quand ils sont prescrits des médicaments qui vont aller dilater plutôt dilater la voie afférente, qu'est-ce qu'il y aura? Donc on aura une diminution du débit sanguin rénal, d'accord? Quand on a une débit sanguin rénal, une diminution du débit sanguin rénal, il faudrait qu'il y ait une vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente pour avoir un DFG, une pression capillaire glomérulaire pour donner un DFG correct. Maintenant, nous, si on a dilaté l'artériole efférente, du coup, si on a une déshydratation, si on a une prise de diurétique importante, si on a donc le patient il va faire une insuffisance rénale fonctionnelle. D'accord? Donc, il faut faire très très attention à la prescription d'IEC ou d'ARA2. Donc, pour le traitement d'IEC ou d'ARA2, si les objectifs de tension artérielle ne sont pas atteints, il faut voir d'abord si le patient il prend toujours des apports sodés. On a une hypertension artérielle qui ne veut pas répondre aux IEC et ARA2. Donc, dans ce cas-là, quand on prescrit les IEC ou les ARA2, il faut être sûr du DFG. Parce qu'en association avec les thiazidiques, quand on a un DFG supérieur à 30 000 minutes, au risque d'aggraver l'hyperkaliémie. Donc, quand on a un DFG en association avec l'IEC ou l'ARA2. Sinon, si on a un DFG inférieur à 30 millilitres minute, il faut arrêter les IEC et les ARA2. Il faut arrêter aussi les diurétiques thiazidiques. Donc, aussi, maintenant, si on n'arrive pas à atteindre cette tension artérielle, cette hypertension artérielle, donc en donnant des IEC, des ARA2 associés à un thiazidique, donc il y a des associations, carrément sur un seul médicament pour éviter la polymédication chez ces patients hypertendus avec maladie rénale chronique. Si ça ne marche pas, on peut rajouter un bêta-bloqueur et un inhibiteur calcique. Donc, après avoir contrôlé la pression artérielle et la protéinurie, prévenir les épisodes d'insuffisance rénale aiguë par la polymédication, rechercher les facteurs d'aggravation, même logique, de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, éviter la déshydratation. Il faudra bien connaître la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, quand il y a une diminution de la pression artérielle moyenne, quels sont les facteurs qui dilatent? Il faut revoir la question de l'IRA que j'ai faite sur ma diapositive parlant de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. D'accord? Donc, il faudra essayer, quand on fait une déshydratation, à arrêter les IEC, les ARA2, etc. Donc, en cas de déshydratation extracellulaire, donc les diurétiques, perte digestive, vomissement et diarrhée. Donc, les médicaments à effet hémodynamique IEC ARA2 dans un contexte de déshydratation, il faut les arrêter, ou dans un contexte de sténose des artères rénales ou prescription d'INS. En cas de médicaments directement néphrotoxiques, à savoir les aminosides et les produits de contraste, et rechercher s'il n'y a pas une histoire d'obstacle pour régler le problème d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, c'est surtout l'automédication. C'est ces associations de médicaments qui peuvent directement mener le patient à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, voire même la nécrose tubulaire aiguë. Donc, c'est notre pain quotidien, surtout en été.
Donc, après avoir supprimé donc, tous les produits néphrotoxiques, vigilance quant au traitement, donc néphrotoxiques, mais aussi de nombreux traitements à risque d'IRA fonctionnel, donc le risque d'automédication à la ILS, je me répète. Hein. Restriction protidique, donc il ne faut pas que le patient mange beaucoup de protéines, donc risque donc d'accélérer cette protéinurie. Donc plus la protéinurie elle augmente, on a dit, plus il y a un risque donc d'arriver vite en insuffisance rénale chronique. Arrêter le tabac pour les facteurs donc, cardiovasculaires, donc de formation d'athérome, etc., et de sténose au niveau coronarien. Corriger le surpoids, d'accord. Pour les femmes enceintes qui ont une maladie rénale chronique, les informer sur les risques de la grossesse, hein, parce que le rein, il va subir une agression. Donc le rein de la maman, il va uriner pour deux personnes. Hein. Donc il est en hyperfiltration. Donc il est en surtravail. Donc il va travailler un peu plus. Donc pour les femmes qui ont une maladie rénale chronique, donc il faut arrêter la grossesse. Et comme on est dans un pays, on va arrêter la grossesse dans un but de sauvetage maternel. Hein. La famille rejette dans certains cas cette histoire d'ITG. D'accord. Donc nécessité de faire une contraception pour ces femmes ayant une maladie rénale chronique. Attention donc aux IEC et aux ARA2 qui sont contre-indiqués chez les femmes enceintes car ils donnent des effets secondaires pour le fœtus. Donc connaître les complications et les traiter. Donc là, on va parler des complications cardiovasculaires. Il faut savoir que la première complication de l'insuffisance rénale chronique, c'est les complications cardiovasculaires. Mais pas que. Le rein s'occupe de l'excrétion des toxines, l'homéostasie, et il a une fonction rénale. Donc on va parler des complications du métabolisme phosphocalcique, des complications hématologiques, des troubles hydroélectrolytiques et des troubles nutritionnels et endocrines et autres conséquences. Donc on va aller point par point. Il faut savoir que une comparaison de mortalité des patients dialysés, d'accord, et non dialysés sur 100 patients, vous voyez très bien, donc surtout pour les patients jeunes, donc les patients jeunes donc, qui sont dialysés, donc vous voyez que là, la mortalité donc, de ces jeunes en dialyse est multipliée par 1000. On ne va pas parler des vieux, hein, mais on va parler plutôt de la jeunesse. Il y a plus de décès, de surmortalité importante des patients ayant qui dialysent par rapport aux patients qui ne dialysent pas. Donc il y a une surmortalité secondaire à des événements cardiovasculaires. Aussi, donc dans cette slide, vous voyez très bien, donc ça c'est les événements cardiovasculaires sur 100 patients pour DDFG qui commence à partir de 60 millilitres. Il y a environ donc là 2 événements donc cardiovasculaires, d'accord. Et la courbe est exponentielle. Plus le DFG il baisse, plus il y a d'événements cardiovasculaires là inférieur à 15 minutes. Vous voyez qu'il y a 36 événements cardiovasculaires, d'accord. Donc, quels sont les facteurs qui vont donner ces complications cardiovasculaires? Alors, tout seigneur, tout honneur, c'est l'hypertension artérielle, possible aggravation progressive avec la progression de la maladie rénale chronique, les lésions artérielles accélérées, athérosclérose, artériosclérose. Donc, pourquoi? Il y a une cohabitation de facteurs de risque classiques, HTA, diabète, surpoids, et spécifiques tels que la dyslipidémie, les calcifications vasculaires, l'hyperhomocystéinémie dans la maladie rénale chronique qui augmentent le risque cardiovasculaire. Donc le risque de cardiopathie ischémique, donc qui est une ischémie silencieuse, hein, et d'artériopathie des membres inférieurs et d'AVC. Les patients, soit ils meurent et on ne les voit pas en dialyse, mais quand ils viennent en dialyse, la première cause de mortalité, c'est la mortalité cardiovasculaire et c'est l'AVC. D'accord? Alors, pour les troubles du métabolisme phosphocalcique, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va utiliser ça. Alors,
Il faut savoir que la réabsorption de phosphore par le biais des cotransporteurs sodium-phosphore au niveau du tube proximal, elle est régulée par la PTH et une hormone phosphaturiante qui s'appelle le FGF23, qui est elle-même synthétisée au niveau de l'os. On se comprend très très bien. Alors, quand il y a une réduction néphronique, d'abord au stade ça commence au stade 3A, donc quand il y a une réduction néphronique, il va y avoir une rétention de phosphore. Donc, il va stimuler, donc, il va demander à la PTH et à l'os de synthétiser beaucoup de FGF23 pour réabsorber ce phosphore. Aussi, la PTH, elle va aller puiser son calcium, qui n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de vitamine D, il n'y a plus de synthèse de vitamine D. Elle va aller résorber l'os pour puiser le calcium. D'accord? Donc tout ça, ça s'appelle on va y revenir. Hein. Donc la PTH, elle va résorber l'os puisqu'il n'y a pas de calcium. Il y aura une hyperpara secondaire. Elle va s'hypertrophier cette PTH parce qu'il n'y a pas de calcium et il y a un excédent de phosphore. Du coup, quand il y a aussi une réduction néphronique, il va y avoir une hypovitaminose D. Cette hypovitaminose D, elle est à l'origine d'une, puisque la vitamine D a un rôle dans la réabsorption de calcium. Tardivement, on aura une hypocalcémie qui va aggraver la réabsorption, la résorption osseuse par la PTH. Comme on n'a pas de vitamine D, l'os a besoin de vitamine D pour se minéraliser. Pour minéraliser donc cet os. Et il va y avoir une ostéomalacie, c'est un os qui est mou. Aussi, l'acidose, elle va aggraver l'ostéomalacie. Donc, comment on appelait avant ces anomalies d'hyperpara secondaire à la maladie rénale chronique ou à l'insuffisance rénale chronique, on l'appelait ostéodystrophie rénale. Et ça regroupait ostéomalacie et ça regroupait ostéofibrose. Maintenant, on n'appelle plus ça ostéodystrophie, on l'appelle les troubles minéralo-osseux. On revient encore à ça. Qu'est-ce qui se passe quand on a une augmentation du phosphore au niveau des vaisseaux? Ces vaisseaux, c'est même les grosses artères, hein, c'est au niveau des grosses artères généralement, on va avoir le phosphore il y aura une, j'allais dire, j'ai pas trouvé de mot, ces cellules musculaires, ils vont normalement être transdifférenciées en ostéoblastes. Ces cellules qui étaient à destination osseuse vont se retrouver au niveau des vaisseaux pour former quoi? Pour former des dépôts phosphocalciques. Donc ils vont se lier au calcium, d'accord, surtout quand on donne un excédent de calcium, et on va avoir des dépôts phosphocalciques au niveau des tissus extra-osseux. D'accord? Donc tout ça est dû à la réduction néphronique. Donc hyperphosphorémie, acidose, hypovitaminose D, qui va donner résorption osseuse, ostéomalacie et des dépôts phosphocalciques des tissus extra-osseux. Des malades qui sont arrivés en dialyse, quand on fait un ASP, on va retrouver dessiner l'aorte abdominale, dessiner les artères fémoraux, etc. D'accord? Le traitement, bien sûr, c'est la vitamine D. On va donner de la vitamine D ici. On va donner du carbonate de sévélameur, c'est des antagonistes de phosphore. Et on va donner aussi du calcium puisqu'il n'y en a pas. D'accord? Continue. Le retentissement hématologique, bien sûr, c'est une anémie non-monocytaire arégénérative. Il n'y a pas de... Vous allez vous rendre un petit peu qu'on a parlé de cette physiopathologie de retentissement de cette année, c'est-à-dire l'origine de cette anémie, comment qu'elle se fait par le HIF, etc. Quand il y a
une anoxie tissulaire au niveau de cortical. Et c'est là que ça va stimuler l'érythropoïétine qui va aller donc mûrir les cellules souches érythropoïétiques au niveau de la moelle osseuse. Donc c'est une anémie, c'est-à-dire elle est pas périphérique, elle est un peu centrale puisqu'il n'y a plus de, j'allais dire, il n'y a plus de, de, là, j'ai perdu le mot, il n'y a plus de régénération, il n'y a plus de maturation de ces cellules souches hématopoïétiques. Donc c'est une carence de PO, donc raccourcissement de vie des hématies. Toute anémie chez l'IRC nécessite un bilan minimal. Autre cause d'anémie, c'est-à-dire une anémie, il y a manque de fer, il y a une hémorragie quelque part, il y a des signes de résistance à cette érythropoïétine. Donc ça c'est pas de votre rôle, hein, mais il faut rechercher une hyperpara, une acidose ou des hémorragies non extériorisées ou bien une anémie mégaloblastique associée à vitaminose B12, etc., l'acide folique, pour dire qu'il y a un manque de PO. Donc il faut faire tout un bilan minimal, donc regarder le VGM, les réticulocytes, voir s'il n'y a pas une inflammation, etc., une maladie inflammatoire qui entretient cette anémie, qui est généralement non considérée normochrome. Mais on demande toujours un taux de rétique. Hein. Donc, le traitement par EPO est envisageable si l'hémoglobine est inférieure à 11 grammes décilitres. Objectif, c'est entre 10 et 12. Il ne faut jamais augmenter le taux d'hémoglobine parce que c'est un patient qui est vasculaire, risque d'augmenter le taux d'hémoglobine et risque de donner des AVC. Traiter et corriger toute carence sous-jacente par voie péros ou par IV. Généralement, on donne péros au tout début de la maladie rénale chronique en fer, hein, mais à la fin, il y aura une résistance, il y aura de l'hepcidine qui va résister à l'absorption de fer par voie digestive et on donnera du fer injectable plutôt. Et bien sûr, donner de l'érythropoïétine recombinante. Le retentissement hydroélectrolytique et acido-basique. Il faut savoir qu'on a une hyponatrémie, donc de dilution. Donc c'est des patients qui font une inflation hydrosodée, donc c'est une hypothaltrémie de dilution. Donc il faut faire une restriction hydrique. D'accord. Il y aura une hyperkaliémie, donc attention aux médicaments à risque, d'IEC et DARA2, et de diurétiques épargneurs de potassium, qu'il faut arrêter avec à une clairance inférieure à 30 ml/minute. Et bien sûr, aux apports alimentaires de potassium, pour faire donc une diète donc, de produits hypercalémiants. Donc, régime, donc éviction des aliments riches en potassium, résine échangeuse d'ions tels que le caïxalate par voie orale et puis à mesure. Et éviter surtout le régime restrictif en potassium, surtout des fruits secs, cacahuètes, tout ce qui est fruits secs. Hein. Le retentissement toujours, l'acidose. Donc en règle générale, elle est modérée avec une augmentation du trou anionique qui va augmenter le risque de dénutrition, donc cette acidose, l'atteinte osseuse et l'hypercalémie. Donc la dénutrition protéino-énergétique, déjà l'insuffisance rénale, il y aura un dégoût au niveau de la bouche, surtout quand il y a des toxines urémiques au niveau de la il y a un dégoût au niveau de la bouche, donc le patient il est déjà anorexique. Et on va lui infliger aussi un régime donc qui est hypoprotidique, d'accord. Donc cette dénutrition protéino-énergétique, elle est multifactorielle, donc il y a une diminution spontanée des ingestats, d'accord. L'hypercatabolisme associé à l'acidose, associé à une surmortalité, donc ce retentissement. Hein. Objectif de maintenir un apport calorique suffisant, éviter les carences protéiques, donc savoir comment traiter. Hein. Il ne faut pas dire arrêter tout. Hein. Donc c'est un régime au gramme par gramme selon le poids. Donc il faut peser les aliments. D'accord. D'où l'intérêt d'avoir un diététicien dans un service de néphrologie. Donc il ne faut pas trop donner un régime restrictif comme ça chez le maladie rénale chronique, au risque d'arriver en dialyse, en état de dénutrition. Voilà, donc au terme de ce cours, donc le numéro 2, j'espère que j'ai été à la hauteur pour vous expliquer un petit peu les mécanismes et des complications et comment traiter et prendre en charge ces malades ayant une maladie rénale chronique. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Je vais répondre à toutes les questions, soyez-en sûrs. Et si vous avez des commentaires ou des choses à dire en plus, il n'y a aucun problème à vos claviers. Et je suis prête à répondre à vos questions et à vos commentaires. Merci et à la prochaine conférence. Au revoir.